So let's begin with the first paper of the morning. We're going to have a researcher from the ERIS at the École Normale Supérieure. She's Dr. Huda Hassal, and she's going to speak about the debate on Islamophobia in France. So with that said, let's give a warm welcome to Huda. Alors bonjour tout le monde, est-ce que ça va, on m'entend? J'ai tendance à crier, donc vous m'éloignerez le micro, pas encore. Alors je suis honorée d'être la première voix qui va ouvrir ces interventions, et merci beaucoup pour toutes ces présentations qui mettent vraiment qui rentrent vraiment dans le vif du sujet et sur lesquelles je vais rebondir, puisque ma présentation part en fait de mes premières réflexions sur l'islamophobie quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet en 2011, donc ça commence à faire un peu longtemps. Je suis partie en fait de la définition même des usages du terme islamophobie qui était extrêmement contesté, et on voit avec ce colloque et avec d'autres aujourd'hui que les choses commencent à changer, et je m'en réjouis évidemment. Et donc, en analysant les concepts, la littérature en anglais, tout ce qui avait été fait sur l'islamophobie, j'en suis arrivée à insister sur certaines dimensions de l'islamophobie, et notamment la dimension intersectionnelle dont j'aimerais vous parler aujourd'hui et sur laquelle je voudrais insister, et qui mêle à la fois les concepts et les outils théoriques que je mobilise dans ma recherche et mon enquête de terrain qui porte sur les mobilisations autour de l'islamophobie, notamment dans les organisations antiracistes et féministes en France. Donc je vais présenter très brièvement les premiers résultats de cette enquête de terrain, mais évidemment avec le temps qui m'est imparti, ce sera difficile de rentrer dans les détails. Donc je montrerai que ce concept d'intersectionnalité est à la fois une boîte à outils sociologique, mais qu'évidemment il s'oppose dans la lutte politique, et les acteurs militants ont très bien compris, et probablement avant nous, que cette question était posée sur le terrain des luttes. Alors pour ce qui est de l'islamophobie, d'un point de vue conceptuel et de définition, alors merci encore une fois pour la mise en contexte du fait qu'il s'agit d'un phénomène racial, et c'est clair que toutes mes recherches là-dessus m'ont dirigée vers ça. Je m'intéresse beaucoup plus à la sociologie du racisme qu'à la sociologie des religions pour aborder la question de l'islamophobie, puisque ce phénomène englobe la dimension qui est dans la sociologie classique du racisme des préjugés, des représentations et des discours négatifs évidemment, mais en tout cas essentialisants. L'aspect pratique du racisme, qui sont les discriminations, les actes de violence, et l'aspect idéologique que je ne vais pas aborder pour ma part, mais qui sera abordé dans ces journées sur l'aspect international, géopolitique évidemment, de l'islamophobie. Donc on a là vraiment les trois grands aspects du racisme qu'on retrouve dans le phénomène de l'islamophobie. Alors, deuxièmement, la question qui se pose, et elle se pose particulièrement en France, c'est l'articulation entre questions raciales et questions sociales. Je disais donc que l'islamophobie est un phénomène multidimensionnel et intersectionnel. L'intersectionnalité, ça veut dire l'imbrication de ces rapports de domination et de ces rapports sociaux qui sont de manière classique classe, race, genre. Hein. Donc là, j'en arrive à la dimension de la classe. Et il se trouve qu'en France, on a des débats très forts depuis un certain temps déjà sur cette articulation entre la question raciale et la question sociale, qui est un débat non résolu pour le moment et qui continue à agiter la sociologie en tout cas, pour savoir si l'un fait de l'ombre à l'autre ou lequel est plus important. En tout cas pour ma part, il me semble très important dans l'islamophobie de rappeler que les populations musulmanes s'inscrivent dans une histoire longue de l'immigration postcoloniale, des quartiers populaires, de l'immigration ouvrière, et qu'évidemment cette question est imbriquée totalement avec la question du racisme, donc question sociale, question raciale, mais que l'islamophobie agit également dans les sphères socio-économiques plus élevées, donc évidemment l'imbrication n'est pas la même quand, selon la classe sociale et les rapports de domination qui peuvent agir dans différents secteurs de la société française. Et évidemment, l'autre défi pour ce qui est de la question raciale et sociale, c'est de distinguer quand est-ce qu'on parle de religion et quand est-ce qu'on parle d'origine. Et évidemment, ce sont les mêmes populations, là encore, c'est la spécificité de la France, on vise les mêmes populations lorsqu'on parle d'islamophobie, de racisme, anti-maghrébin, anti-musulman, pas uniquement, évidemment, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un lien très fort entre les deux, et ça, ce sera
également un défi pour la recherche de bien analyser cette distinction et l'imbrication entre le marqueur religieux et le marqueur de l'origine. Alors la troisième dimension sur laquelle évidemment j'insiste énormément, c'est, je dis évidemment étant donné mon point de vue situé, on va dire, j'y reviendrai, c'est la dimension genrée de ce racisme. Là encore, je pense que c'est une spécificité de l'islamophobie. C'est très difficile dans ce racisme-là, dans beaucoup de racismes, mais dans celui-là en particulier, de ne pas voir la centralité de la question des femmes. La focalisation sur le voile le montre parfaitement, et les discriminations qui visent de manière plus forte, ou en tout cas plus visible, les femmes concernant l'islamophobie, fait que cette analyse genrée de ce racisme me paraît incontournable. Évidemment, ce n'est pas le seul racisme qui a une dimension genrée, mais je pense qu'ils en ont plus ou moins. Voilà. Ensuite, cette question raciale et de genre ouvre à la question de la discrimination, qui est une des dimensions du racisme, mais qui est une dimension spécifique puisqu'elle a une valeur juridique et politique. Et là encore, on a une imbrication entre nos recherches sociologiques et les luttes sur le terrain qui se saisissent très bien et politiquement et juridiquement de cette question. Et là encore, et je suppose qu'Alexandra Poli en parlera, on a une spécificité de la discrimination en raison du religieux, puisqu'on fait face à des défis particuliers avec la question de l'islam, puisqu'on a des lois qui attestent, ou en tout cas qui fixent le fait qu'il y a discrimination, donc accès non égal à un service ou à un lieu, que ce soit dans certains métiers, la fonction publique tout simplement, mais également à l'école publique pour le port du foulard. Alors ces discriminations qui sont légales peuvent être légitimées ou illégitimées selon les discours des uns et des autres. Donc ce parallèle entre la discrimination légale, la discrimination légitime me semble très important à prendre en compte et demeure très difficile puisque les discriminations et des nombreuses affaires que vous connaissez montrent que la jurisprudence et le droit est encore très flou sur ces questions-là. Donc, à partir de quand les inégalités d'accès à l'emploi, par exemple, des femmes qui portent le hijab, sont-elles discriminatoires? Où mettons la frontière? Parfois on considère que c'est légitime, parfois non. Et donc, ça fait partie du débat public. Et donc, j'en arrive évidemment à la question de l'intersectionnalité dans les discours militants et dans les pratiques militantes, qui est vraiment mon enquête de terrain. Donc cette intersectionnalité est pensée par les acteurs militants, on ne l'a pas inventée dans la sociologie, et évidemment on a des allers-retours très forts entre ces deux milieux, et moi je pars aussi de la posture qu'il ne faut surtout pas partir de surplomb avec nos concepts, et que très souvent ils nous viennent du terrain et par le bas, et en tout cas j'essaye d'analyser ces allers-retours, et là encore on voit clairement que les allers-retours sont fréquents. Donc cette intersectionnalité, le fait qu'on pense la question sociale, la question des femmes avec la question du racisme est vraiment à l'ordre du jour, notamment à travers tous les débats sur le foulard. Donc en 1989, on voit par exemple que les organisations antiracistes en France étaient plutôt opposées à l'exclusion des jeunes filles de l'école publique qui portent le foulard, donc l'affaire de Creil, et qu'à partir de 2003, on a là très fortement, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, des divisions à la fois entre organisations antiracistes et organisations féministes, et au sein même de chacune des organisations, des conflits très très forts sur l'usage du mot islamophobie, sur la mise à l'agenda politique de cette lutte antiraciste spécifique, et sur sa dimension féministe ou pas, ou sexiste ou pas plutôt. Donc on voit que le mouvement féministe français s'est divisé très fortement là-dessus, et continue à le faire, et le mouvement antiraciste également. Et c'est, pour le dire très brièvement, parce que je suis obligée de faire vite aujourd'hui, on va dire que c'est l'échec des grandes organisations antiracistes et des grandes organisations féministes traditionnelles, historiques, alors pas toutes, et de manière plus subtile, donc je suis obligée de schématiser, mais en tout cas, leur difficulté à certaines, même celles qui étaient opposées à la loi de 2004 pour l'interdiction du port des signes religieux, pour l'interdiction des signes religieux à l'école publique. Donc certaines associations, même celles qui se sont opposées à la loi, avaient des divisions internes qu'elles ont dû gérer. Elles ont subi des disqualifications très fortes pour ou contre le foulard, et ça c'est vraiment des choses qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, une injonction très forte de l'extérieur, mais de l'intérieur de ces organisations, pour dire attention, vous êtes pro-voile ou pas, vous vous alliez à des acteurs musulmans qui sont disqualifiés dans l'espace public. Bon, je ne citerai pas Tariq Ramadan, mais évidemment il y a eu énormément d'affaires autour de ça, donc ces grandes organisations
antiracistes et féministes ont eu beaucoup de mal aussi, même quand elles étaient opposées aux lois d'exclusion, à se positionner sur ces questions. Et du coup, leur échec à intégrer la lutte contre l'islamophobie, à vraiment penser le sexisme et le racisme en même temps, la question sociale en même temps, a donné lieu à la naissance de nouvelles organisations qui se sont spécialisées sur la question de l'islamophobie ou sur la question de l'islam, ou en tout cas qui ont porté cette question de manière très centrale dans leur lutte. Alors pour n'en citer quelques-unes pour les Français, je pense que vous devez bien les connaître. Le collectif contre l'islamophobie en France, donc le CCIF, qui est né en 2003, donc en plein débat sur l'affaire l'interdiction du port de signes religieux à l'école. La coordination contre le racisme et l'islamophobie en 2008. Les indigènes de la République, qu'on peut inscrire dans ce sillage aussi. Le collectif des féministes pour l'égalité, qui s'inscrit là dans le sillage d'une école pour toutes et pour tous, qui avait mené toutes les mobilisations contre la loi de 2004. Et Maman Toutes Égales, le dernier né, en 2011, contre les lois ou les pratiques discriminatoires interdisant aux mères d'accompagner leurs enfants aux sorties scolaires. Donc on voit chez chacun de ces groupes, et c'est ce que j'essaye d'analyser, une manière de penser l'intersectionnalité sur le terrain, dans les discours, dans les stratégies d'action, mais aussi dans les pratiques militantes. Et il me semble que c'est extrêmement intéressant d'avoir ces trois dimensions. Donc dans les discours, on a plus ou moins des discours articulés selon la perspective prioritaire choisie par chacune de ces associations. Donc on va avoir des associations qui luttent sur le terrain du droit, qui s'intéressent vraiment à la législation antidiscriminatoire, antiracisme, donc qui partent plutôt de l'aspect discrimination et racisme. D'autres associations, au contraire, ont porté cette lutte avec une perspective féministe, qui a essayé de transgresser, on va dire, ou en tout cas de transgresser les frontières classiques du féminisme français en inscrivant de manière beaucoup plus transversale et fondamentale les questions du racisme, du postcolonial, etc. Et donc on a la construction là de convergences nouvelles qui sont extrêmement intéressantes à analyser entre des anciennes féministes, des nouvelles militantes, enfin bon, vous connaissez peut-être un petit peu ces milieux-là, et à la fois des discours nouveaux intersectionnels qui tentent de penser postcolonial, sexisme, antiracisme, questions sociales d'un même élan. J'ai pas parlé aussi des mouvements des banlieues, des mouvements de l'immigration qui là aussi prennent en charge parfois, ou commencent à le faire en tout cas, les questions d'islamophobie aussi. Alors ce qu'on voit, ça c'est dans les discours. Dans les stratégies d'action, on voit que c'est beaucoup plus difficile dans des campagnes ciblées de tenir ensemble toutes ces questions. C'est-à-dire de dire on va mener une campagne ciblée contre par exemple une loi ou contre des pratiques discriminatoires en arrivant à maintenir des discours à la fois antiracistes, sociaux et féministes. Donc là aussi c'est intéressant de voir lesquels vont prévaloir pour chaque association et à chaque instant, à chaque moment des luttes. L'autre question, la troisième question que je voudrais aborder, donc discours, stratégie, pratique militante. Parce que la question de l'intersectionnalité, c'est aussi de savoir, au sein des espaces militants, qu'ils soient féministes ou antiracistes, tous les deux, hein, puisque c'est pas des espaces aussi, enfin c'est des espaces qui s'entrecroisent beaucoup plus que ce que je semble dire là schématiquement. Quel est le rôle des femmes ? Quel est le rôle des femmes musulmanes? Quel est le rôle des hommes musulmans? Donc en gros, comment dans la pratique, chaque acteur de sa position située, intersectionnelle, etc., quelle place et quel rôle joue-t-il au sein même de ces mobilisations? Et là, c'est extrêmement difficile à analyser, mais en tout cas, on peut essayer de poser cette question, et elle est posée par les acteurs eux-mêmes, hein, je ne l'invente pas. Elle est posée souvent, on dit, tiens, combien il y a de femmes, combien il y a, etc. Donc cette question est posée. Alors elle est posée de manière plus ou moins prioritaire, elle est pensée différemment selon les groupes, et en tout cas on voit là des luttes internes, des luttes externes très fortes sur ces questions qui me semblent très importantes à analyser. D'autant plus que, évidemment, on est là dans ce qu'on appelle plus ou moins des acteurs non parlants. On a très longtemps, en tout cas depuis 2003, parlé notamment des femmes qui portent le foulard sans écouter leur voix. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que leur voix soit beaucoup entendue dans l'espace public. Et donc évidemment, cette prise de parole dans l'espace militant, dans l'espace politique, la capacité d'agir, ce qu'on appelle l'agency en anglais,
de ces femmes victimes directement des discours discriminatoires et racistes ou victimes des discriminations, plus ou moins, enfin on parle aussi des femmes racisées, hein, pas uniquement de celles qui portent le voile, mais en tout cas c'est la figure paroxystique. Et cette prise de parole et cette capacité d'agir est en soi, il me semble, une remise en cause des dominations imbriquées, parce qu'évidemment il faut parler de domination, hein, quand on parle d'intersectionnalité, c'est pas juste que ça se croise, c'est qu'on a là une imbrication des rapports de domination. Et le fait que ces femmes ou ces personnes qui subissent nombre de discriminations, de racisme et de discours de l'extérieur, des assignations très fortes, des injonctions très fortes, hein, je ne suis pas la première à mettre en lumière, le fait qu'elles se mobilisent, qu'elles s'expriment pour elles-mêmes, donc évidemment là je parle de la situation des femmes, mérite d'être entendues, visibilisées et étudiées par les sciences sociales. Voilà. Et pour ça, je m'inscris aussi dans le sillage des études sur le genre qui ont été faites et qui montrent comment les efforts, l'imbrication des dominations et les pratiques émancipatrices au sein des espaces militants permettent aussi de mener des luttes politiques contre le racisme. Alors, je suis dans les temps, je crois que je vais même finir en avance, vu que je parle vite. Alors, pour conclure, mon propos ici, c'était de vous présenter un peu rapidement une analyse que j'essaye de faire de manière fine et approfondie. Le fait que l'analyse sociologique, à mon avis, ne peut que être pensée à partir de cette perspective intersectionnelle, mais qu'elle est liée à la lutte politique, et merci beaucoup, ça a été dit, je crois, par Philippe Bataille et par d'autres. Je ne pense pas qu'on puisse penser l'islamophobie uniquement dans des sphères scientifiques sans penser à la sphère politique, parce qu'évidemment, on est dans des questions où les deux sont liés très fortement. Et cette question intersectionnelle, vu qu'elle est posée sur le terrain des luttes, elle doit être, voilà, cet aller-retour, et peut-être que, justement, en observant ces luttes du terrain, on va avoir une autre manière de penser l'imbrication des rapports sociaux. L'autre point que je voudrais souligner, puisqu'on est dans une conférence internationale et scientifique, c'est la question du point de vue situé. C'est ce que nous ont appris ou nous ont transmis, mais pas uniquement, mais en tout cas les femmes noires américaines dans leur lutte. C'est elles qui ont, en intégrant les luttes politiques, antiracistes ou pour les droits civiques et féministes, ont critiqué la place qu'elles y avaient, la place minoritaire ou la place mal analysée par les majoritaires de l'intérieur, et qui ont pensé l'intersectionnalité notamment, et ont porté cette réflexion au sein de l'université, au sein de l'académie. Alors évidemment, la question se pose, qu'en est-il de la France ? Est-ce que le fait que moi je pose la question du rôle des femmes dans l'espace militant, il faut que je pose la même question sur le rôle des femmes musulmanes, racisées, minoritaires, ce que vous voulez, au sein, dans les dynamiques de production du savoir, et notamment dans les dynamiques de production du savoir scientifique, donc quelle est leur place à l'université. Et là encore, je paraphraserai, je reprendrai par exemple les chercheuses sur le genre, comme Danielle Kergoat, qui est extrêmement connue, qui parlait de sa position de chercheuse et de l'importance pour elle d'avoir pu avoir une reconnaissance institutionnelle au sein de l'université pour que les femmes passent du statut d'objet à celui de sujet de l'action scientifique. Et je finirai en citant pour le coup Fatima Aït Ben Madani et Nassima Moujoud, qui posaient la question dans un bel article de 2012 que je vous recommande, qui s'appelle « Peut-on faire de l'intersectionnalité sans les ex-coloniser ?» et qui analyse et critique la réception de l'intersectionnalité en France en insistant sur la place marginale accordée à la question de la place des racialisés de l'intérieur, c'est-à-dire quelle est la place de ces minoritaires dont on parle, de cette intersectionnalité au sein de l'université et des lieux de production de savoir. Et donc pour être beaucoup plus explicite, comment va-t-on intégrer les femmes qui portent le foulard à l'université française, vu que c'est illégal pour le moment? Est-ce que cette question est posée au sein de notre communauté? Et je pense que c'est difficile de parler d'islamophobie sans la poser un jour ou l'autre. Merci beaucoup.